C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des achats RSE, on parle de l'influence de l'intelligence artificielle aussi avec mes invités Olivier Vanstock. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur associé d'Agile Bayer et Philippe Vachet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, directeur général de l'agence Lucie. Allez, on prend une minute pour présenter vos entreprises, organisations respectives. Agile Bayer en quelques mots. En quelques mots, Agile Bayer, on fait du conseil en achat. On est pionnier dans le conseil en achat. On va fêter nos 20 ans cette année. On est à la fois heureux et fiers de cet événement. On a 4 services. Nos 4 services, c'est qui vont de l'opérationnel au stratégique. On propose des équipiers achats quand il manque un acheteur sur une famille d'achat, sur un projet d'achat. On fait de la formation et on en fait de plus en plus, et entre autres en RSE, en IA, en négociation. On fait du conseil stratégique et on fait du management de transition. Dernier point, évidemment, quand on est chez Smart Impact, on est Gold chez Ecovalis. Ah ben voilà, ça c'est un bon argument. Et vous publiez chaque année une étude de la profession achat en partenariat avec le CNA. C'est la 17e édition qu'on va détailler dans un instant. L'agence Lucie, elle existe depuis quand? Et l'agence Lucie existe depuis 2009. Ouais. Et donc c'est l'agence qui gère le label Lucie, qui est le premier label RSE en France, qui a été créé d'ailleurs même avant l'agence dès 2007. Et donc nous, on est une société à mission qui a pour but d'accompagner, de réussir les entreprises, leur transition écologique et sociale, dans le but de rentrer l'économie, je dirais, dans le cadre des limites planétaires. Et donc pour ça, on a des labels, donc RSE et numérique responsable. On a une communauté que l'on accompagne, donc les communautés des entreprises en démarche de labellisation, et on a également un centre de formation spécialisé. Cette étude d'Agile Bayer, chaque année, elle vous éclaire à quel point vous l'utilisez d'une certaine façon? C'est un élément parmi d'autres, c'est une très bonne étude, bien évidemment. Maintenant, c'est surtout nos membres qui s'intéressent plus spécifiquement au sujet. Nous, ça nous donne des indicateurs sur les grandes tendances, et donc c'est intéressant sur nos orientations stratégiques. Maintenant, nous, on est très attentifs à la stratégie RSE, j'y reviendrai, plus qu'au reporting RSE. On a un label d'action, donc nous, ce qui compte, c'est vraiment la stratégie et comment l'entreprise porte la RSE, et donc devient une RSE performante et qui permet d'atteindre justement les limites planétaires dont on parlait. Le reporting, c'est un élément, mais c'est un petit peu différent. C'est effectivement différent. Tendance et priorité achat, étude dévoilée le 13 janvier dernier, je l'ai dit, partenariat avec le CNA. La leçon générale que vous en tirez, c'est quoi? Alors on a plusieurs leçons. La première, c'est sur l'IA. Le sujet, c'est que l'IA, c'est une révolution. C'est une révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle? C'est quand l'homme est remplacé par la machine. Quand l'homme est remplacé par la machine, on réduit les coûts. Si on réduit on y reviendra en détail. J'ai prévu un chapitre IA tout à l'heure, mais sur la RSE, c'est la première fois depuis 5 ans qu'on voit un recul dans le domaine RSE. Pourquoi est-ce qu'on voit un recul? On y voit 3 raisons. La première raison, c'est clairement que la réglementation s'est un petit peu assouplie, ou elle s'est décalée. La deuxième raison, c'est qu'il y a un effet Trump. Très clairement, les États-Unis sont un client. Ce serait anormal de faire un packaging vert à un client qui n'en veut pas. Donc on va revenir à des produits, des services qui sont un peu moins verts pour ce client. Et puis il faut le dire, on est en période de crise, et en période de crise, on se remet sur ces priorités qui sont plus souvent les coûts. Fondamentalement quand même, je pense que la destination reste la même, le chemin sera différent. Avec quand même, effectivement, on peut s'appuyer sur des chiffres. Les objectifs achats liés au développement durable, ils reculent de près de 10% par rapport à 2025. On passe de 10 points, on passe de 78 à 69%. C'est pas un abandon de la RSE, Ce n'est pas un abandon de la RSE. Et c'est une question d'arbitrage. Alors j'ai bien entendu vos arguments, on peut les reprendre. Je reste sur la question du coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en crise économique et que donc on sacrifie la RSE d'une certaine façon? Non. On n'accélère plus. Et tout l'environnement vous pousse à ne plus accélérer sur le sujet. Il y avait un engouement extraordinaire avec les réglementations. Les réglementations se sont allégées, elles ont été décalées. Donc on y va. Plus lentement. On peut effectivement, je m'appuie sur la question de la réglementation, notamment la réglementation européenne, je ne vais pas refaire toute la liste, la CSRD, le recul, le fait que ça va toucher uniquement les très grandes entreprises. Alors on peut dire que par capillarité, elles ont des clients ou des fournisseurs qui seront touchés eux aussi, mais quand même, c'est un vrai coup de frein. Vous le ressentez, vous aussi, ce coup de frein? Oui, on le ressent quand même. Maintenant, je voudrais bien insister sur le fait qu'on a un recul, comme vous l'avez dit, réglementaire
volontaire de la RSE. Maintenant, la stratégie RSE de l'entreprise, la stratégie volontaire, nous, d'ailleurs, les labellisés sont essentiellement des PME, des ETI, et donc on est sur des démarches volontaires, des gens qui ont compris que c'était leur intérêt. Et là, quand on parle de performance économique, on est là. La RSE, contrairement à certaines idées reçues, est parfaitement rentable, à condition de l'intérêt dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, cette RSE plus stratégique, elle, n'est pas réellement en recul. Alors, elle marquait le pas, notamment parce que ça a été un feuilleton réglementaire qui fait que, bon, puis on a également des petits soucis. D'ailleurs, la réglementation européenne prévoit un volontariat en la matière. Oui, absolument, donc ça sera une façon pour peut-être les entreprises de se distinguer des autres. Tout à fait. Tout à fait. Il faut bien voir que la performance de l'entreprise, aujourd'hui, on rentre dans un monde où les risques sont importants. Trump, il va beau dire ce qu'il veut, mais il fait peur à tout le monde, et à juste titre. Donc, quand on a peur, on gère les risques. La RSE, c'est de la gestion des risques. C'est de la robustesse de l'entreprise. Donc, intégrer la RSE dans sa démarche achat, c'est se solidifier soi-même. Donc, on est quand même sur des fondamentaux qui sont importants pour les entreprises responsables, qui ont une vision un petit peu long terme. Juste pour rebondir sur les risques, effectivement, c'est un des gros sujets. Aujourd'hui, on a vu 3 gros types de risques que retrouvent les entreprises dans l'étude Agile Bayer CNA. Le numéro 1, c'est le risque de défaillance des entreprises. La Banque de France l'a dit aussi, il n'y a jamais eu autant de défaillances en France qu'en 2025. Et dans les fournisseurs, des gens qui font des défaillances, il y a des fournisseurs et des fournisseurs stratégiques. Un fournisseur stratégique, s'il s'arrête, vous ne pouvez plus travailler. D'accord. Il y a 3 risques. Donc la défaillance. Le numéro 2, c'est les risques de supply chain. On voit que, par exemple, l'été dernier, je crois que c'est Airbus, il lui a juste manqué des moteurs pour ses avions. C'est un petit peu embêtant, ou en ce moment, Honda a des problèmes, réduit la production de ses usines parce qu'il lui manque un semi-conducteur. Voilà. Donc le risque de supply chain est fort. Et le dernier, c'est le risque cyber. Il y a un nombre d'entreprises incroyable qui a été attaqué en décembre ou en janvier. Et le risque cyber, il est soudain. À l'inverse des 2 autres risques qu'on peut anticiper, qu'on peut voir venir, on a 3 risques principaux auxquels font face aujourd'hui les entreprises. Alors, on pourrait y rajouter le risque climatique, parce que dans la stratégie d'une entreprise, sa résilience, sa capacité de résister à un choc lié aux épisodes climatiques extrêmes, c'est quand même de plus en plus intégré à la stratégie. Mais absolument. Et c'est cohérent avec une volonté de réduire son impact carbone. Mais absolument, et ça c'est très concret. Vous avez un fournisseur stratégique qui est en bord de mer et il prend une grosse vague, vous êtes quand même embêté. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait une démarche RSE, vous avez tout de suite trouvé la solution, vous avez déjà pointé le problème, ça vous permet de travailler à la solution. Mais au-delà des événements climatiques, il y a le risque, par rapport aux limites planétaires, notamment des problématiques de ressources. Et ça c'est quelque chose dont on parle très peu, mais la ressource énergétique, on peut dire ce que l'on veut, l'énergie carbonée va augmenter. Dans les 5 à 10 ans, il y aura un choc de prix. Et on a des matières comme le cuivre, par exemple, où l'IA, certes, mais ça consomme du cuivre, l'IA. Eh ben, on a un problème, parce qu'on lance des mines, mais le temps que les mines soient opérationnelles, il va se passer des choses. Donc ça, ce sont des risques qu'il faut anticiper, et qui sont extrêmement importants, et qui sont vitaux même pour les entreprises. Alors justement, sur l'intelligence artificielle, je m'appuie sur votre étude, 52% des professionnels achats demandent désormais à leurs fournisseurs de baisser leurs prix en raison des gains de productivité générés par l'IA. C'est cohérent, c'est logique. C'est logique. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a des coûts qui n'existent plus. Donc, la réduction de coûts part sur toute la chaîne de la valeur. Sauf que, effectivement, on a toujours un prisme sur l'IA qui était de dire que ça permettait de faire plein de choses. Sauf qu'en s'en fait plein de choses, ça permet de réduire les coûts. Et clairement, il y a plein de produits ou de services sur lesquels ça va toucher le consommateur final à la fin. Ça veut dire que ça influence profondément la relation entre le fournisseur, la négociation commerciale, c'est ce qui est en train de se passer. En fait, le principe, quand on fait du travail intelligent avec ses fournisseurs, on regarde sa base de coûts et on essaie de l'améliorer. C'est-à-dire que, grosso modo, je vous aide à réduire vos coûts pour que vous réduisiez les prix. Et bien, sur l'IA, c'est exactement cette logique intelligente d'achat intelligent. Je vais vous poser la même question. Est-ce qu'on peut lier cette recherche de performance économique via l'intelligence artificielle avec les objectifs RSE dont on parle, votre avis, pour commencer? Alors, de temps en temps, ça marche très très bien. De temps en temps, les deux vont bien ensemble. De temps en temps, ils peuvent être contradictoires. Voilà. Donc, il y a plein de démarches RSE qui sont conjointes avec une réduction de coûts. Si par exemple, le grand classique, eh bien, votre transporteur fait un trajet plus court pour aller distribuer les produits, eh bien, naturellement, ça lui coûte moins cher et l'impact RSE est plus faible. Il y a d'autres endroits où effectivement, il peut y avoir un coût au départ. Sachant qu'il ne faut pas regarder que le prisme coût, il faut regarder le prisme vente. On achète
pour vendre, d'accord? Et de temps en temps, acheter plus cher fait gagner de la valeur à l'entreprise. Si demain vous achetez local pour vendre local, vous pouvez acheter plus cher, mais là vous avez un bon impact RSE et surtout, votre client est content parce que vous achetez localement. Ouais. Alors, si c'est pas un débat sur l'impact de l'intelligence artificielle, parce qu'il faudrait ouvrir le champ du poids d'une requête qu'on fait au chat ou à ChatGPT, mais ça rentre quand même en ligne de compte. Oui, alors, sans rentrer dans le débat pur de l'IA, l'IA a des impacts environnementaux et sociétaux extrêmement larges et extrêmement indirects parfois, auxquels il faut vraiment porter attention. Donc, sur certains éléments, c'est un progrès. D'ailleurs, nous, on est en test d'une évaluation des IA sur le plan de leurs impacts environnementaux et sociaux. Mais si mettons un exemple sur la formation. Vous dites, tiens, je vais réduire mes coûts d'achat de formation, je vais prendre des modules avec un prestataire qui va me faire un truc avec de l'IA. Bon, ok, il aura réduit ses coûts de formation. Mais est-ce qu'il a monté en compétence au niveau qu'il attendu ses collaborateurs? Parce que le bénéfice, c'est pas de gagner 4 sous sur la formation, c'est que les collaborateurs soient plus performants. Donc c'est ça. Alors, dans certains cas, peut-être, si c'est une sensibilisation, il a sensibilisé plein de gens, ok, très bien. Mais quand on veut vraiment monter en compétence, il faut se poser la question de savoir est-ce que la réponse apporte la valeur ajoutée dont j'ai besoin? Et gagner un petit peu sur les achats, si c'est pour perdre en valeur ajoutée derrière, on a tout perdu. Il y a un élément fort, nouveau. Il y a quelques années, on voyait la volonté des entreprises de réduire leur dépendance à la Chine. D'accord? Eh bien, cette année, c'est quasiment plus le cas. La volonté de réduire la dépendance à la Chine existe de moins en moins. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Chine ayant perdu comme client en grande partie les États-Unis, ils se rabattent sur l'Europe. Aujourd'hui, les produits chinois sont beaucoup moins chers. Ils sont beaucoup plus flexibles en termes de produits et de services parce qu'ils sont en train de perdre un autre client. Et donc, il y a ce premier élément, ce qui fait que, évidemment, ça n'a pas obligatoirement un bon impact RSE, mais par contre, ça a un bon impact financier. Et de l'autre côté, les entreprises se rendent compte qu'il y a des endroits où elles ne pourront pas se passer de la Chine. Quand on part des terres rares, eh bien, on peut essayer tout ce qu'on veut, ça va être compliqué de se séparer de la Chine. Ah bah oui, elle en raffine 95%, donc effectivement, on s'en passera pas. On s'en passera pas. Et donc, il y a une espèce de constat de dire, bah voilà, là-dessus, on ne pourra pas. Donc aujourd'hui, évidemment, ça ne va pas obligatoirement aider l'impact RSE, mais ça aide les éléments économiques. On veut de moins en moins se débarrasser de la Chine en France. Merci. C'est une autre leçon de cette étude Agile Buyer en partenariat avec le CNA. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec le patron de Systra.